Nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans 2019, au Quinconce des Jacobins, et je suis avec Éric Foissier. Bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons des Francs Royaumes, la trilogie, avec Par deux fois tu mouriras. Parlez-nous un petit peu globalement de cette trilogie pour que les auditeurs et puis internautes comprennent ce que c'est. Alors en fait, c'est une fresque qui va rendre compte de la guerre civile qui va opposer les petits-fils de Clovis. On est au VIe siècle de notre ère et dans cette période assez trouble qui est en fait la fin du monde gallo-romain et le début des royaumes francs. Le royaume, lorsque le roi meurt, est partagé entre tous ses héritiers et donc chaque frère se retrouve à la tête d'un quart du royaume et ne rêve que d'une seule chose, c'est de réunifier le royaume en étant le dernier des frères survivants. Et donc là, c'est ce qui va se passer. Et à l'époque des petits-fils de Clovis, cette rivalité entre les frères va être exacerbée par le fait que deux des frères, Chilpéric et Sigebert, vont épouser deux sœurs qui sont des princesses wisigothes. Et dans ce premier roman, Par deux fois tu mourras, ce roman s'ouvre avec la mort d'une des reines qui s'appelle Galswinthe, qui est donc l'une des sœurs. Et du coup, cette mort mystérieuse, elle a été étranglée ou poignardée, on ne sait pas très bien au départ. Et bien, cette mort va entraîner 30 ans en fait de guerre civile, puisque la sœur de Galswinthe, Brunehilde, va envoyer au début du roman un jeune gallo-romain, Arsenius Pontius, pour mener l'enquête dans le royaume de Neustrie. Roman historique donc, vous avez fait beaucoup de recherches sur ça ? Oui, ce qui m'a intéressé en fait, c'est que finalement les Mérovingiens, c'est une période qu'on méconnaît complètement, qui n'est quasiment plus enseignée en fait. Pendant les études à l'école primaire, par exemple, on passe directement de Clovis à Charlemagne. Et donc on zappe quand même 300 ans d'histoire de France. Donc ça m'a intéressé d'aller regarder cette période-là. Et quand j'ai commencé à accumuler effectivement de la documentation, parce que c'est vrai que quand on écrit un roman historique, on commence par ça, en fait, accumuler de la documentation, je trouvais des réalités qui dépassaient complètement les images d'Épinal qu'on avait. Effectivement, on connaît les Mérovingiens à travers quelques images comme ça, le baptême de Clovis, le vase de Soissons, les rois fainéants traînés sur leur char à bœuf. Et plus j'avançais dans ma documentation, plus en fait je découvrais une période fascinante où on avait un choc de culture parce qu'en fait le peuple à l'époque était essentiellement des Gaulois. Il y avait 9 millions de Gaulois à l'époque pour seulement 100 000 francs, 100 à 150 000 francs dans les royaumes. Donc les Gaulois, eux, continuaient en secret de pratiquer leur religion celtique. Les évêques dans les cités commençaient à vouloir imposer le pouvoir temporel de l'Église chrétienne. Et en même temps, on avait ces Francs, dont les rois, depuis Clovis, avaient épousé la religion chrétienne, mais qui en réalité restaient très fidèles à la religion germanique, avec Wotan, Odin, et puis tout le panthéon germanique. Donc ça m'intéressait beaucoup, ce choc de culture. Et puis, surtout, l'histoire nous livre des personnages absolument fascinants, et notamment des personnages de femmes, des reines, qui sont fascinantes, qui sont deux reines qui vont s'opposer. L'une, Frédégonde, est la reine de Neustrie. C'est une ancienne esclave gauloise qui a réussi à se faire épouser par le roi franc. Tous les témoignages nous disent que c'était une femme fascinante, extrêmement belle. Et de l'autre côté, dans le royaume d'Austrasie, on a une autre reine, Brunehilde, qui est presque l'opposé de Frédégonde, alors que Frédégonde est une femme brune, ancienne esclave, etc. Brunehilde, elle, c'est une blonde, une princesse wisigothe, intelligente, très belle elle aussi. Et ces deux femmes, qui sont un peu le feu et la glace, vont s'opposer dans une guerre civile terrible et vont réussir à conserver le pouvoir à une époque quand même qui est une époque violente, difficile. Vont réussir à conserver le pouvoir même après la mort de leur mari, la mort violente de leur mari, donc des rois. Et elles vont exercer le pouvoir sur presque 30 ans en étant les régentes de leur fils, et même pour Brunehilde, de ses petits-fils et de ses arrière-petits-fils. Donc c'était absolument fascinant, parce qu'on avait là des personnages de femmes extraordinaires, et en fait, moi j'ai retrouvé l'ambiance un peu de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'on a un jeu de trône, exactement comme dans Game of Thrones, la lutte pour le pouvoir, avec les mêmes armes, de séduction, de cynisme, de violence. Bon, il manquait juste les dragons, sauf que les dragons, là, ce sont les reines, et qu'elles sont en fait un peu plus séduisantes que les dragons de Daenerys, mais sinon, on a exactement les mêmes mécanismes, et je me suis dit, c'est extraordinaire, en fait. On a, nous, dans notre histoire de France, on a tous les ingrédients de ce jeu de trône, et c'est ça que j'ai voulu ressusciter. Vous dites que ça pourrait être aussi une série télé, alors ?
Ah, ça s'y prêterait pas mal, hein, avis aux producteurs et aux réalisateurs. Mais oui, parce que en fait, on a tous ces mécanismes, et c'est aussi pour ça que c'est finalement très moderne, et que moi j'ai des lecteurs qui lisent ça et qui me disent, mais j'aurais jamais eu l'idée de m'intéresser au temps mérovingien parce que ça me parlait pas. Mais en fait, ils sont intéressés parce qu'en réalité, c'est très moderne. Ça nous parle d'aujourd'hui, ça nous parle du pouvoir, de la lutte pour le pouvoir, des passions humaines qui animent ces personnages historiques. Et ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes passions qui nous animent aujourd'hui. Et ce qui fait marcher mes personnages, c'est l'amour, c'est la recherche du pouvoir. Et donc ça, de ce point de vue-là, c'est très moderne et ça peut évidemment parler à nos contemporains. Et pour vous, pourquoi c'est une période qui est un peu oubliée, pas travaillée à l'école forcément, ou que même les adultes s'y intéressent pas? Comment ça s'explique? C'est une très bonne question. En fait, il y a des raisons à la fois historiques et très politiques. Alors, une raison historique, c'est parce que justement, c'est une période de guerre civile. Donc, c'est une période qui est extrêmement instable et vous avez du coup très peu de témoignages contemporains sur l'époque. Parce que pour pouvoir avoir des témoignages contemporains, il faut être dans une période calme où des moines vont pouvoir tranquillement écrire dans leur scriptorium sans être chamboulés. Or, à l'époque, on n'imagine même pas l'instabilité de l'époque. Par exemple, une ville comme Tours va changer en 8 ans, 8 fois de souverain. C'est-à-dire, elle se retrouve un coup dans le royaume de Neustrie, 6 mois plus tard, elle est dans le royaume d'Austrasie, etc. C'était très instable. Et à l'époque, les Francs étant en Gaule comme en pays conquis, même lorsqu'une armée franque traversait son propre territoire, une armée austrasienne traversait l'Austrasie, elle dévastait tout. Donc vraiment, c'est compliqué. Donc il y a très peu de témoignages contemporains. En fait, le principal témoignage contemporain qu'on a de l'époque, c'est celui de l'évêque Grégoire de Tours, mais qui est un témoignage qui est très partiel et très partial. Donc ça, c'est une première raison. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sources, donc finalement, c'est peu enseigné parce qu'on a peu de témoignages. Puis il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus politique, c'est qu'en fait, les Mérovingiens vont être supplantés donc, par les Carolingiens, par Pépin le Bref, le père de Charlemagne. Pépin le Bref, en fait, était un maire du palais, c'est-à-dire aujourd'hui, on parlerait d'un Premier ministre. Il était le Premier ministre du dernier roi mérovingien et il va en fait usurper le pouvoir et supplanter les Mérovingiens. Ils vont évincer les Mérovingiens. Et donc, dès le début des Carolingiens, dès Pépin le Bref et Charlemagne, va se construire, mais volontairement, cette fameuse légende des rois mérovingiens qui délaissaient leur royaume, qui s'intéressaient pas, qui étaient des rois fainéants, qui s'intéressaient pas aux affaires du royaume. C'est une pure construction fictionnelle qui a été mise en place volontairement pour faire oublier et discréditer la dynastie qu'on venait de supplanter. Or, en fait, dans ces fameux rois mérovingiens, on a des rois extraordinaires, des personnages extraordinaires. Quelqu'un comme Dagobert, qu'on connaît aujourd'hui que par la chanson, c'était un roi très, très en avance, vraiment important. Des personnages comme Brunehilde et Frédégonde sont des personnages fascinants. Songez que, par exemple, Brunehilde entretenait une relation épistolaire dont on a gardé beaucoup de lettres avec tous les grands de son époque, notamment l'empereur de Byzance. On n'est pas du tout face à des barbares comme on a pu se les imaginer pendant très, très longtemps. Donc oui, c'est une époque qui est méconnue parce que mal enseignée, mais il y a des raisons à cela, des raisons objectives à cela. Vous aimez l'histoire de France, ça s'entend quand vous en parlez. Qu'est-ce qui vous attache? Parce que vous écrivez un livre, c'est-à-dire que l'histoire de France, on peut le raconter sur plusieurs supports, mais vous, c'est le livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ce sujet? Alors, ce qui est d'abord vraiment important de dire, c'est que c'est aussi un roman policier. C'est-à-dire que je pense que l'histoire, on est quand même en France dans un pays où les gens aiment, d'une façon générale, l'histoire. Quand vous regardez le nombre de blogs, de chaînes YouTube consacrées à l'histoire, d'émissions historiques, c'est la Secret d'Histoire de Stéphane Bern, les émissions de Franck Ferrand, vous avez énormément de vulgarisation historique, donc les gens aiment l'histoire. Après, la difficulté, c'est qu'ils ne vont pas obligatoirement aller chercher des ouvrages très savants d'emblée. Donc moi, j'essaye d'écrire un vrai roman historique avec tous les codes du roman historique moderne qui va permettre en fait à des personnes de découvrir des périodes d'histoire, et si je peux justement susciter chez elles après l'envie d'aller en connaître un peu plus sur cette période-là, moi c'est pari gagné. C'est d'ailleurs pour ça que à la fin de chacun de mes romans, il y a toujours une notice historique et une bibliographie pour permettre aux gens qui veulent après en savoir plus sur la période de pouvoir aller se référer à des livres historiques qu'ils n'auraient peut-être pas abordés spontanément, mais à travers cette intrigue policière, ça leur a donné le goût de découvrir une période qui est en fait extraordinaire. Franchement, c'est une période fascinante. Moi-même, en écrivant le livre, je n'imaginais pas que la période pouvait être à ce point fascinante d'un point de vue à la fois politique et d'un point de vue culturel. C'est une période où se met en place toute la structure sociétale du Moyen-Âge va se mettre en place à ce moment-là.
Une trilogie, donc expliquez-nous un peu le calendrier maintenant qu'on peut attendre. Alors, donc c'est une trilogie, mais chaque livre est une aventure complètement indépendante et l'enquête est complètement bouclée à chaque roman. Donc, on peut tout à fait ne lire qu'un seul livre, rentrer dans la trilogie par n'importe quel livre. Donc là, le premier tome est paru au printemps dernier, par Deux fois tu mourras. Le second va apparaître en mars-avril 2020, s'appellera La fureur de Frédégonde. Et puis, un an plus tard, donc au printemps 2021, viendra le troisième tome qui s'appellera Le roi vendu et qui nous amènera jusqu'à Byzance. Et après, est-ce que vous avez déjà une idée sur une époque que vous pouvez traiter historiquement ? Ah oui, j'ai beaucoup d'idées. Ce qui va me manquer, c'est le temps pour les écrire. Oui, oui. Normalement, je pense que faire ou une trilogie sur le XVIe siècle, qui nous amènera en Charente et au Canada, ou une trilogie sur le XIXe siècle en Russie, juste après la première révolution russe en 1905. Merci beaucoup, Éric Foissier, d'avoir répondu à ces questions. Merci de m'avoir accueilli. Éric Foissier, donc pour Par Deux fois tu mourras, avec la trilogie Les Francs Royaumes, c'est aux éditions JC Lattès, et nous étions à la 25e heure du livre au Mans.